Je suis Enzo Pintor, minime, numéro 17 et je regarde Karting TV. Bonjour, je m'appelle Jérémy Porte, numéro 3, KZ2 et je regarde Karting TV. Bonjour, je suis Quentin Morlaix, numéro 5 cadet et je regarde Karting TV. Bonjour, bienvenue sur kartingtv.fr. On se retrouve pour la 3e émission de cette saison 2018. Au programme, le championnat, comme d'habitude, toutes les courses, des invités, l'actualité du karting. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous sommes reçus chez Square Performance. C'est un lieu qui a des simulateurs de pilotage où on va pouvoir mettre en concurrence quelques-uns de nos invités. Tout de suite le sommaire et on se retrouve. Visite guidée, Square Performance nous reçoit dans ses locaux et nous présente son incroyable parc de simulateurs de pilotage. Technologie, JRT nous présente le Micron. Comment utiliser au mieux toutes les données dont on dispose pour optimiser ses performances. Rencontre avec deux pilotes de haut vol, Nicolas Ville et Hugo Arnaud sont venus nous parler X30 et KZ2. Championnat, la manche 3 a eu lieu sur le circuit de Varennes, toutes les courses et tous les résultats. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Raphaël Villard. Merci de nous accueillir à Square Performance. C'est un lieu agréable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous le présenter? Je vois qu'il y a un espace restauration qui donne envie de s'attarder. Alors on a voulu faire un centre de pilotage sur simulateur, un endroit convivial où on peut venir en famille, où tous les passionnés de sport automobile pourraient se retrouver. Donc on a une salle de séminaire qui peut recevoir 50 personnes. On organise des enterrements de vie de garçons, des anniversaires, des réunions professionnelles. On a un espace bar, snack, petite restauration, avec une terrasse extérieure, avec une salle climatisée, avec un vidéoprojecteur. On retransmet bien sûr tous les événements sportifs, les grands prix de Formule 1, le sport, tout le sport en général. Oui, on a voulu ouvrir un endroit convivial et familial. Et puis le clou du spectacle, je crois qu'il est là-haut. En haut, on va aller voir les simulateurs et on a 5 belles machines à vous montrer. Allez, on va voir ça. Alors moi j'aime bien cette salle parce que ça a l'air d'une grande salle de jeu. Il y a plein de jolis jouets. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors Square Performance, c'est un centre de simulateurs de pilotage automobile sur Saint-Just-Saint-Lambert. On a 6 simulateurs, 5 qui sont dans la salle où on peut jouer en LAN tous ensemble. On fait de la Formule 1, on fait du rallye, on fait du rallycross et on fait de la GT. À côté de ça, vous avez un 6e simulateur qui se déplace pour les sociétés pour aller faire une animation dans telle ou telle entreprise, pour un anniversaire, un truc comme ça. Et on organise des challenges sur endurance où on peut rouler 2 heures, 3 heures, 4 heures. On est, je pense, être la plus grosse salle de simulateur de pilotage automobile de la Loire. D'accord. Alors, c'est quel type de circuit? On a parlé de Formule 1, on a Formule 1, donc on a tous les grands prix internationaux, donc on a Spa, Barcelone, Corée, Red Bull, Silverstone, Spa-Francorchamps, Nürburgring, enfin... On peut se faire toute la saison. On peut se faire toute la saison sur simulateur. En voiture, on a plus de 300 voitures. On va de la Formule 1 des années Fangio, des années 30 aux dernières voitures actuelles 2017. En GT, c'est la même chose. On part des vieilles GT aux voitures modernes, en Porsche, Ferrari, Lamborghini, pour citer les plus grosses marques. On a des spéciales de rallye connus, on a Price Peak, on a pas mal de tracés connus, on a Trendo, on a Jouplan, on va en citer quelques-unes. On roule à peu près avec 50, 60 circuits à peu près, 60 circuits et
300 voitures. Alors effectivement, c'est du matériel, c'est impressionnant parce qu'il y a un baquet comme dans une vraie voiture, il y a un volant avec des palettes et puis 3 écrans. Comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est un simulateur de pilotage professionnel, c'est-à-dire que tout le mécanisme est monté sur vérin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est au volant du bolide qu'on va conduire, on est en position réelle. C'est-à-dire qu'on a les 3 écrans pour avoir l'aspect de vitesse et on a après plusieurs modes de pilotage. On peut avoir du perso, on peut avoir du pro, on peut avoir de l'amateur, on peut avoir vraiment tout ce qu'on veut. On passe les vitesses, on monte les vitesses, on descend les vitesses. Les sièges sont dynamiques, donc les sièges, quand on accélère, on a l'impression d'accélération. Quand on freine, on a le baquet qui nous revient dessus. On a le bruit de la voiture. Chaque bruit est différent par rapport à chaque voiture. Le freinage est différent par rapport à chaque voiture. Et les modes sont différents si on prend de la Formule 1, si on prend de la GT ou si on prend du rallye. D'accord. Et ces 3 écrans nous permettent donc de nous émerger total. On peut faire une simulation vite fait pour voir. On a quelques tracés qui ont été qui ont eu par chance des records battus. On a un client qui a battu le record mondial sur la Ford Fiesta sur la montée en Trendo avec une Fiesta WRC. Le record mondial était à 11,19 et lui il a fait 11,17, donc ce qui est pas mal. On a enregistré la course où, d'après ses dires, il a pris énormément de plaisir à faire cette spéciale. Et pour compléter le tout, je vois que derrière il y a un gros caisson de basse avec 2 petites enceintes. Je pense que ça fait du bruit et ça permet d'entendre le moteur, les crissements de pneus, tout ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, beaucoup de pilotes conduisent à l'oreille et non pas au tracé. Et ils changent le rapport de vitesse par rapport au bruit du moteur. Ils savent quand le moteur doit réguler ou pas réguler. Et les vrais pilotes conduisent beaucoup à l'oreille. Donc après cette visite des locaux de Square Performance, voici nos 2 invités du jour. Hugo Arnaud, bonjour. Bonjour, je suis pilote de karting en catégorie KZ2 et aussi X30 Senior pour cette saison 2018. Bon, ça fait beaucoup de choses, on va en parler avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On va dire bonjour à Nicolas Ville. Bonjour. Bonjour Nicolas, on se connaît, tu es déjà passé plusieurs fois dans l'émission et on va parler de cette saison, comment elle se déroule. Tout à fait. Puisqu'on est dans la saison, on va tout de suite voir donc les événements qui nous attendent dans les semaines à venir. Et on va commencer par la Ligue Auvergne. On est quand même chez nous. Ligue Auvergne, le prochain rendez-vous, c'est le 1er et le 2 septembre à Montbrison. Et nous serons à Varennes les 22 et 23 pour la 6e et dernière étape, dernière manche de cette ligue, puisqu'on a la chance d'avoir en Ligue Auvergne 6 rendez-vous durant cette année. N'oublions pas qu'avant d'aller à Varennes pour la Ligue, nous irons également à Varennes pour l'Oscar Petit, puisque la 3e manche de l'Oscar Petit a lieu en plein milieu de l'été, donc au mois d'août, les 6 et 7 août, donc toujours à Varennes. Il y a aussi des courses clubs. La course club de Villars a eu lieu au mois de mai. Nous aurons une course club à Montbrison le 1er juillet. Et puis également au mois de septembre, le 30 septembre, nous nous retrouverons au Coteau pour une 3e partie, puisque cette année, les courses clubs représentent un trophée, une espèce de trophée de la Loire, où chaque participant peut mettre des points, et le tout sera comptabilisé après le rendez-vous du Coteau. Puisqu'on parle de trophées, il y a aussi un trophée en Rhône-Alpes durant cet automne, puisque nous serons à Château-Gaillard le 16 septembre et à Crolles le 30 septembre. Alors il va falloir choisir soit Crolles le 30 septembre, soit le Coteau. Et puis ce trophée Rhône-Alpes se terminera à La Ville-Dieu, une piste que vous connaissez bien, on va en parler dans un instant, le 21 octobre. Voilà, beaucoup de choses pour l'agenda, donc un été et un automne qui s'annoncent chargés. Et puis nous terminerons la saison, on en a déjà parlé dans cette émission, avec en point d'orgue, peut-être Arnaud, tu y seras, à Varennes, au mois d'octobre, le championnat de France de KZ2. On va reparler de tout ça dans un tout petit moment.
Et puis n'oublions pas non plus notre grand rendez-vous de l'été, les 28 et 29 juillet à Varennes, une fois encore, à l'occasion du trophée Cartmag. Avant de partir en vacances, on va parler donc de notre magazine préféré, comme tous les mois, le Cartmag, avec ce mois-ci bien deux personnes qu'on connaît bien dans le sport auto, Nico Rosberg, champion du monde 2016, et Felipe Massa, qui a été nouvellement nommé directeur de la CIK. Également un compte-rendu sur les championnats d'Europe et puis plein de choses techniques, les résultats de course, l'histoire de techno, etc. Donc plein de bonnes choses à apprendre et à lire dans ce Cartmag. Et puis en page 55, on voit Hugo Arnaud sur le podium de la Coupe de France X30. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors, numéro 3, félicitations pour Merci. commencer. Et puis, Nicolas, pratiquement juste derrière, numéro 5. 2 places derrière. Voilà. Petite question très mesquine de ma part. Qu'est-ce qu'il a manqué pour aller chercher la première marche? Je pense tout simplement une erreur de stratégie de notre part. Avec la mise des pneus neufs pluie en pré-finale, qui n'a pas été la stratégie de tous nos concurrents. Je pense que c'est ce qui nous a coûté la victoire ce week-end-là. Peut-être une erreur aussi de réglage qui aurait pu éventuellement nous mettre en difficulté lors de cette finale. Donc je pense que oui, on n'est pas passé loin, mais c'est comme ça, c'est le risque du sport automobile. Mais je suis content quand même de cette 3e place. Content et fier, tu peux l'être. Oui, par contre, tu sens que la victoire aurait pu être possible. Avec des scies, on pourrait refaire le monde, mais tu sens que tu étais à 2 doigts quand même de pouvoir ramener un petit peu plus. Oui, malgré le niveau très élevé de cette compétition, avec beaucoup de gens très expérimentés aux avant-postes, je pense que la victoire aurait été jouable si ça se serait passé différemment. Je vais me tourner vers Nicolas. Même question, Nicolas. 5e, c'est excellent. On est quand même au top de cette discipline. Championnat de France, c'est quand même l'élite au niveau national. Est-ce qu'on aurait pu faire un petit peu plus? Est-ce qu'on aurait pu aller taquiner Hugo sur le podium? Bien entendu, on peut toujours faire mieux. Hein. Ça, c'est un peu la devise de beaucoup de pilotes. La recherche de toujours aller plus haut, toujours aller chercher la victoire. Donc oui, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On s'est fait un petit peu avoir, nous, dans les manches qualificatives, où on a, si je puis dire, raté notre dernière manche. Ça nous a donné une mauvaise place sur la grille en pré-finale, on partait loin. Et il a fallu remonter petit à petit, un petit peu en pré-finale. On remonte 10e à la fin de la pré-finale, on part 10e en finale et on termine 5. Donc on part un petit peu loin à mes yeux, mais beaucoup d'expérience engendrée et un très bon week-end passé, oui. Bon, très bien. On peut aussi citer vos teams parce que Hugo, tu es depuis pas mal d'années chez Ludo Racing. Et ça se passe merveilleusement Très bien, bien, d'après oui. ce que j'ai entendu dire. Exact. Et puis Nicolas, tu étais chez... Donc avant, j'étais au Team Motors et depuis récemment, je suis chez DSS à Didier Sport System, localisé sur le circuit d'Angerville. Très bien. Alors, championnat de France, c'est très très dur. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'en ont sûrement jamais vécu. Globalement, pour résumer, comment ça se déroule? Quelles sont les différentes épreuves et comment on atteint après ensuite la finale? À qui l'honneur? T'attaques? Ouais, pour les X30, c'est mieux, quoi. Eh ben, en premier lieu, on a des essais donc durant la journée du vendredi et du jeudi, donc que des essais libres. Donc les essais libres officiels où chacun teste des différentes choses sur son châssis, sur son moteur. On peaufine les réglages afin d'avoir un setup optimum pour la course qui va se dérouler principalement le samedi et le dimanche. Donc le samedi, on a les chronos, les essais chronométrés, où là, ici, on va aller chercher le meilleur temps sur un seul tour. Ça va nous donner un classement. Donc nous, on était 82 en senior, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Oui, il me semble que c'était ça. Donc 82 pilotes, ça nous donne un classement. Et à l'aide de ce classement, on va faire des manches. Donc le premier sera dans le groupe A, le deuxième sera dans le groupe B, troisième groupe C, troisième groupe D. Il semble qu'il y avait 5 groupes, donc le cinquième groupe E et le sixième se retrouvent à son tour dans le groupe A, ainsi de suite. Et de cette manière, on va faire confronter les manche A contre B, manche B contre C, etc. Et de cette manière-là, on constitue un classement de manches. Et après,
On a les phases finales. Et donc les phases finales qui se déroulent le dimanche. Donc là, ce week-end pour la Coupe de France, c'était en pré-finale finale sec, tandis qu'au championnat de France, c'est 3 finales séparées. Donc la pré-finale était le matin, donc le dimanche matin vers 10h si me C'est semble. ça, c'est exactement. Ouais, 10-11h. Donc il avait plu beaucoup la nuit du samedi au dimanche. Donc le dimanche matin, arrivé sur la piste très mouillé, beaucoup de pluie, c'était intense. La difficulté, c'était que il avait pas plu durant les essais et du coup compliqué de mettre en forme un setup performant pour la pré-finale. En fait, on pouvait faire des réglages, mais on n'était jamais sûr de ce qui allait se passer. Exactement. Donc une pré-finale assez compliquée, mais satisfaisante pour moi puisque je gagne avec 6 secondes d'avance. Donc j'ai mis les pneus neufs et que mes concurrents n'en avaient pas mis. Donc ton résultat en pré-finale? On termine 10e nous de la pré-finale. Voilà, exactement. Donc durant le temps de midi, la finale s'est déroulée vers 14h, 15h. Début d'après-midi, ouais, début 14h, d'après-midi. 15h. Donc pareil, mouillé encore, très mouillé, de la pluie, c'était intense, c'était assez éprouvant. Donc départ en tête de cette pré-finale, de cette finale. Dès le début de la course, j'ai senti un manque de performance évident, avec Yann Bouvier qui m'est passé devant dès le début de la course et qui a fait le trou directement. Donc ça a été une course très difficile pour moi jusqu'au dernier tour. On a l'impression de la vivre en fait cette course, c'est très bien expliqué, merci. Oui, je pense que la journée du dimanche était vraiment surprenante de par le côté de la pluie. On n'avait pas eu du tout de pluie jeudi, vendredi, samedi. On a eu un super beau temps, il faisait très chaud, il y avait le soleil toute la journée, donc beaucoup de grippe sur la piste. Et dimanche matin, on s'est retrouvés tous sur des conditions qu'on n'avait pas du tout préparées. Donc tout le monde repart à zéro et là oui, il faut bosser. Ouais. Oui, et puis c'est là où le team va tout de suite faire des réglages pour essayer de vous mettre le plus à l'aise parce que justement, pas d'essai. Exactement. Très bien. Toi, Hugo, je crois que c'était ta 3e participation à la Ville-Dieu. De l'année, c'était ma 2e participation. J'avais déjà fait une course en KZ2 pour la dernière course de la Ligue Rhône-Alpes. Donc voilà, ouais, c'était ma 2e course, mais c'était aussi une course de reprise pour moi, puisque j'avais pas fait de X30 depuis le championnat du monde X30 au Mans, qui s'était roulé en octobre 2017. Et donc on parle de KZ, en parallèle, tu mets le X30, tu le laisses sur la remorque, et tu vas taquiner du KZ. Oui, exact. Cette année, ça a été le début pour moi d'une nouvelle catégorie, donc le KZ2. Qui est la catégorie en fait reine, on peut dire. C'est un moteur 125 avec 6 vitesses, donc c'est assez compliqué de faire le switch entre X30 qui est d'un pilotage beaucoup plus calme, les trajectoires sont beaucoup plus appréhendées, beaucoup plus arrondies, tandis qu'avec le KZ, les trajectoires sont plus changeantes, plus à l'intérieur, étant donné que le moteur développe beaucoup plus de puissance, cela pardonne les écarts de trajectoire, donc c'est vrai que c'est une catégorie assez difficile à apprendre. Alors passer de l'un à l'autre, ça doit pas être évident, tu as sûrement besoin d'une petite période de transition pour te réhabituer, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça a été difficile pour moi en début d'année. Le fait que j'ai commencé, je pense, par des courses internationales directement, donc par la WSK Adria en février, m'a mis directement dans le bain, je pense, et m'a fait prendre beaucoup d'expérience dans cette catégorie. Donc c'était une course très difficile pour moi, pour une piste italienne que je connaissais pas, avec des pilotes italiens très expérimentés et très souvent doués. Donc c'est vrai que j'ai commencé cette année 2018 par des grandes courses, la Winter Cup, les WSK, donc c'est vrai que pour moi ça a été compliqué, mais ça m'a apporté de l'expérience, j'ai fait ce qu'il fallait, et ensuite arrivé en France pour les courses de plus petit niveau, régional, français, même national, donc c'était
on était au niveau en France, donc c'était l'essentiel, c'est ce qu'on voulait cette année pour cette première année de KZ, donc c'est l'essentiel. Alors justement, en France, tu es revenu avec une victoire il y a peu au championnat à la Ligue Rhône-Alpes, je crois, hein, c'est ça? Oui, exact. J'ai gagné le championnat régional Rhône-Alpes cette année en KZ2. C'était où? Donc la première manche s'est déroulée sur le circuit de Saint-Laurent-de-Mur à Lyon. C'était une course très difficile du fait que je suis arrivé le samedi juste pour la manche parce que j'étais à la WSK à Lonato, donc en Italie. Et pour cause de neige et d'intempéries, la course a été annulée ce week-end. Donc on est remonté le samedi matin, arrivé à Lyon à 18h juste pour la manche, donc c'était un peu compliqué. J'arrive à partir 10e en finale, je fais deuxième de la course. Donc pour moi c'était un bon résultat. Ensuite il y a eu la Villedieu et Château-Gaillard et la Villedieu. Château-Gaillard j'ai gagné et j'ai ensuite gagné à la Villedieu, donc ce qui m'a mis en tête du championnat Rhône-Alpes. Eh bien, félicitations, c'est impressionnant. Oui. Merci. Et Nicolas, l'actualité, alors c'est quoi cette année? On se concentre sur le X30. Tu as décidé de faire toute la Ligue Auvergne, puisque tu n'en avais fait qu'une partie l'année dernière. Oui, l'année dernière j'avais fait que 3 courses. Ouais. Oui, et puis donc tu vises des grandes courses durant l'été? Alors durant l'été, oui, on va essayer d'aller au championnat de France X30 en Jarville. Je pense que tu y seras également, Hugo, peut-être. Non, j'ai le championnat d'Europe KZ2 à Lonato en même temps. Donc voilà, on sera là-bas en tout cas, c'est sûr. Et pour le moment, dans les tiroirs, l'objectif ce serait d'aller faire la YAM Euro Series, donc la dernière manche de championnat d'Europe X30 Senior à Castelletto en Italie. Donc un bon niveau, je pense qu'il y a une belle course en tout cas. Tu avais participé, si mes souvenirs sont bons, c'était l'année dernière à une course en Belgique. Exactement. Où ça s'était là aussi très très bien passé. Oui, on avait participé à la YAM Series Benelux, donc qui comprenait tout le championnat belge, y compris le championnat luxembourgeois et Allemagne, il me semble. Donc une belle course également avec beaucoup de niveaux, 8 nationalités de mémoire. Et oui, on a terminé 5e, donc un bon résultat en finale. Eh bien, félicitations. C'est vrai que on est toujours fiers d'avoir des pilotes de chez nous qui gagnent à ce niveau-là. Je crois que vous êtes tous les deux de la SK Villars, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Vous avez appris là-bas? Moi, c'est le début de ma 4e année, donc j'avais fait pendant deux mois, il me semble, l'école de karting donc à Villars à 7 ans, et puis après j'avais arrêté et je m'y étais remis à 13 ans, si je me souviens bien. J'avais fait 2-3 fois là-bas à l'école de Villars, oui. Et Nicolas aussi, tu es passé par le FK là-bas. Exactement, moi j'ai débuté vraiment, j'ai fait mes premiers tours de roue sur cette piste, donc oui, j'ai débuté, j'ai fait comme Hugo quelques mois à l'école, et après s'ensuit ce qu'on connaît, hein, voilà, on achète un kart et après on se lance un petit peu dans le bain de la compétition. Vous étiez ensemble à l'époque? Non, du tout. Non, c'est pas la même promo. Non, je pense que Nico a commencé avant moi. Beaucoup plus tôt, oui. Et donc moi, quand je suis arrivé, il était déjà en tête du classement régional. Donc moi je suis arrivé, il était déjà à un bon niveau. Ouais. Et tu étais donc avec, j'imagine, Mathis Bonnet? Oui, exactement. Par contre, j'ai beaucoup évolué avec Mathis Bonnet, Marina Breuil également, et Jérémy Potin. Oui, qui est passé en rallye maintenant. Oui, tout à fait. Voilà, donc toujours les mêmes et on vous voit grandir. C'est vrai, c'est une belle évolution. C'est comme à l'école, et puis après on voit vos résultats et on est plutôt fiers. Et puis, puisqu'on parle de Villars, Nicolas, tu étais là-bas il n'y a pas longtemps pour une compétition, pas vraiment une compétition, on va dire une récréation pour toi, dans le cadre d'un challenge avec l'ENISE. Exactement, donc l'ENISE, pour la présenter brièvement, c'est l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, donc il fait partie du groupe ENI, donc une école d'ingénieurs comme une autre, hein, si j'ose dire. Et à l'intérieur de cette école, il existe différents clubs, et j'ai choisi, en entrant à l'ENISE, d'intégrer le club kart de l'ENISE tout simplement. Et l'objectif de la saison, c'était organiser une course de kart en endurance, donc dans notre cas c'était une course de 2h30 qu'on a effectuée, et on a effectué cette course à Villars, donc voilà, c'était un bon moment passé, et c'est vrai que ça a beaucoup plu aux étudiants qui étaient présents, qui ont pu participer à cette course. Ça leur a permis d'appréhender un petit peu le karting, et c'est vrai que c'est très très bien passé. Et à qui est revenue la victoire?
À notre équipe. Ah, ça va alors, tu t'en sors bien. Ouais, c'était un bon entraînement en plus parce qu'on avait on a Villars juste derrière, donc c'était top. Il y a d'autres rendez-vous de ce même type qui sont prévus peut-être l'année prochaine? Oui, l'année prochaine, si on arrive à remplir les objectifs qu'on s'est fixés très récemment, on devrait réaliser un championnat interuniversitaire à Saint-Étienne, donc qui comprend toutes les écoles supérieures qui sont à Saint-Étienne actuellement, pour justement faire un championnat qui rencontre ces différentes écoles sur 3 courses. Donc une espèce de petit challenge, de petit championnat qui pourrait plaire, je pense, aux différents étudiants. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir amené vos dernières coupes. Elles sont impressionnantes. On va continuer de vous suivre. Vous restez avec nous. On va tout de suite voir ce qui se passe sur la Ligue Auvergne cette année. On va tout de suite parler de Varennes. Alors oui, on va parler de Varennes puisqu'on était à Varennes pour ce 3e rendez-vous de la Ligue Auvergne. C'est une piste que vous connaissez bien puisque vous avez quand même usé pas mal de trains de pneus sur cette piste. Peut être intéressant de voir comment on l'aborde avec un X30 et comment on aborde les virages, les trajectoires avec un KZ. Donc si on se projette, alors en même temps on va mettre donc un plan de la piste. Il y a cette ligne droite de départ. Alors, 2 départs différents. Un départ lancé pour le X30 et un départ arrêté pour le KZ. Avant de démarrer, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on est arrêté? Je pense que c'est complètement différent au niveau des sensations par rapport à un départ lancé qu'on fait depuis des années. Oui, effectivement, le départ lancé est plus décontracté, je pense. Le fait d'arriver et de s'arrêter vraiment sur la grille fait monter l'adrénaline. Le fait d'entendre aussi les moteurs ronronner fait pas mal d'effets. Varennes, ça va, en casette c'est cool. Le fait qu'il y ait une grande ligne droite derrière permet de bien anticiper son départ et de bien se placer pour le premier virage. Donc non, ça va, il y a des pistes où ça peut être plus compliqué les départs en KZ, mais Varennes c'est assez sympa. Alors quand on est à Varennes, on a un départ en KZ ou en X30 ou autre chose. Est-ce que déjà au départ, l'aspi est importante ou c'est pas ce qui préoccupe dès le départ? Non, l'aspi dès le départ est pas importante puisque les gens ferment les portes et sont souvent à l'intérieur, donc ressortent mal des virages et mettent pas forcément les bons chevaux au moteur pour le faire ressortir convenablement du virage et les lancer dans la ligne droite correctement. Donc non, l'aspi, les 3 premiers tours est pas importante. Comment on vit un départ donc à Varennes quand on arrive dans le premier virage qui est un véritable goulot d'étranglement? Tout le monde essaie de se mettre plus ou moins à l'intérieur pour ressortir correctement. Il peut y avoir des accrochages, c'est peut-être le moment le plus stressant de la course, non? Oui, je pense qu'avant une course, tous les pilotes font un peu le scénario du départ dans leur tête, même si chaque départ est différent. Après, une fois qu'on est dedans, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais bon, comme je l'ai dit, chaque départ est différent. Donc, par moment, il est plus judicieux de se positionner à l'intérieur. D'autres fois, à d'autres moments, c'est plus judicieux, au contraire, de prendre l'extérieur, d'enrouler le virage. Chaque départ est différent. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Hugo, là-dessus. Oui, effectivement. C'est plus à l'instinct en fait, c'est en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent à ce moment-là, comment ça se présente, un qui déboîte ou une ouverture qui se présente, c'est vraiment du réflexe uniquement pratiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus les autres qui font notre départ, quoi. La position des autres est importante, de bien visualiser qui est où et où on peut vite se placer sans gêner ou sans sortir. C'est vrai que c'est important d'être vif à ce moment-là. Alors, on a cette ligne droite, le départ est donné, on arrive au premier virage, c'est un gauche qui tourne à 180 degrés, et après ça repart direction le camping. Mais avant, on a une série de pif-paf en fait, et souvent il y a des accrochages ici parce que c'est un peu là aussi où on joue des coudes. Comment vous vivez sur cette piste, cet endroit précis, après le premier virage?
Là, je pense que très clairement, c'est très compliqué de passer à deux dans à cet endroit précis du circuit, pardon. Donc forcément, voilà, on arrive à 30 pilotes et il faut passer à un seul les uns derrière les autres. Donc il y a un petit train qui va se créer et il faut se ranger les uns derrière les autres. Donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe un peu moins bien, et quand ça se passe pas bien, on en paye un peu les conséquences. Ouais, effectivement, c'est assez compliqué ce pif-paf avant l'épingle du camping. Le fait qu'il y ait aussi ces deux gros vibreurs à chaque extrémité du pif-paf rend pas les choses faciles, puisque en fait on peut pas passer ni à droite ni à gauche, puisque si on passe à droite il y a le vibreur à gauche aussi. Il faut faire un choix, il faut parfois laisser passer la personne pour se mettre derrière et pas s'accrocher. Donc je pense que c'est important de faire des sacrifices sur ce. Exactement. C'est la raison qui l'emporte. Exact. Après ce pif-paf, une toute petite ligne droite qui nous amène au camping. Oui. Là, il y a souvent des attaques. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On protège tout de suite ou on essaie de s'appliquer pour prendre une trajectoire qui nous permettra de sortir avec plus de vitesse? Comment vous vivez ça? Bon, généralement, le premier tour, je pense que Hugo va confirmer, on a plus tendance à fermer la porte. Je pense que le premier tour, on protège sa place avant toute chose. Oui, c'est évident. Après le camping, on va attaquer un secteur très très long. Je me demande même si c'est pas le plus rapide du circuit, où on a une partie où le public ne voit pas ce qui se passe derrière des tech pros au fond, et ça va nous amener directement au pylône. Alors racontez-moi un petit peu cette accélération, ce passage là aussi c'est un petit pif-paf, et puis l'arrivée au pylône qui est un virage assez célèbre, on en parle régulièrement, les débutants souvent connaissent déjà le pylône et savent que là il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Notamment en KZ, je pense que ça doit être très impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'en KZ c'est assez impressionnant, puisque le fait qu'il y ait des freins à l'avant, les gens freinent très tard. Donc les freins à l'extérieur sont fréquents, donc faut faire gaffe aux gens à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. C'est vrai que la prise de vitesse est assez grande dans cette partie du circuit, puisque à la sortie de l'épingle ça fait une grande ligne droite jusqu'à une parabolique droite qui remonte jusqu'au pylône, et c'est vrai que on peut atteindre des vitesses jusqu'à 140 km/h, donc c'est assez conséquent. Le frein est important là-bas, et c'est vrai que ce virage conditionne aussi la ligne droite jusqu'à l'épingle gauche qui est le suivant virage. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se positionner au pylône. Le pylône, c'est l'endroit où ça attaque beaucoup, donc là aussi on protège un petit peu ou on prépare la suite? Bon, dans le premier tour, je pense qu'on protège avant tout sa place. Après, dans la course en elle-même, je pense que c'est un endroit qui double vraiment. Il y a beaucoup de dépassements dans ce virage précis. Donc on ne s'amuse pas à fermer la porte tous les virages. Donc la piste est très très large à cet endroit-là. Donc quand ça passe à 1 voire 2 cartes. Donc la raison la porte une nouvelle fois, et on ne s'amuse pas à forcer le passage. On passe le pylône, tout va bien, on continue. Il y a une petite accélération avec un virage assez méchant, puisqu'il y a beaucoup de gravier autour et on voit souvent des pilotes qui sortent. Un virage à gauche avant une relance qui va remonter sur le dernier virage. Là aussi, même question, comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce secteur du circuit? Je pense que c'est un secteur assez déterminant, surtout à la fin de la course. Parce que c'est vrai que les dépassements sont assez... le fait de fermer la porte justement au pylône, et que le fait que la piste soit large après permet aux gens de se mettre directement à côté de la personne. Donc ça fait souvent 2 ou 3 de front. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Le virage est un peu en dévers. Et à la sortie, il y a un vibreur qui emporte assez. Dès qu'on met la roue dessus, ça emporte dans les graviers. Donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe et il faut bien se positionner pour la remontée jusqu'au dernier virage. Je pense que... oui, très bonne remarque. Ça remonte quand même. Est-ce que la machine le sent ou vraiment c'est tellement puissant qu'il n'y a pas assez de dénivelé là? Le fait de la montée, non, la machine ne le sent pas, mais le fait qu'il faut se protéger des autres dans les derniers tours se fait ressentir. Ouais. Oui, je confirme, tout ce qu'a dit Hugo est vrai, notamment le vibreur également. Je pense que dès qu'il y a un pilote qui met 2 roues sur le vibreur, on sait très bien qu'il ne faut pas trop s'y aventurer. Il a tendance à bien nous emporter dans les graviers, donc bien faire attention à ça. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit en dévers, des fois ça surprend un peu les premiers tours. Exact.
Et puis on termine par ce grand virage qu'on appelle la parabolique. C'est un virage, j'imagine, assez plaisant puisqu'on le prend à très très grande vitesse. Et puis en sortie, c'est gaz à fond puisqu'il y a une ligne droite où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et là, on a fait un tour. Est-ce que c'est un virage que vous appréciez ou que vous craignez ? Moi, j'apprécie tout particulièrement ce virage. Je sais pas toi. Moi j'aime bien parce que c'est vrai que c'est un virage où il faut être assez précis, je pense, parce que à tout moment pareil à la sortie il y a un vibreur, je te laisserai expliquer. Oui, je pense que le vibreur c'est un peu le même type que celui précédent. Hein. Dès qu'on met 2 roues dessus, c'est même encore pire, je pense. Hein. Ouais. Il vous emmène et c'est terminé. Donc un vibreur à la sortie très très méchant. Et moi j'apprécie beaucoup ce virage parce que généralement il y a énormément de grip dans ce virage sur toute la parabole. Donc généralement on est très très fort dedans. Et on a tendance à rentrer très très fort avec le châssis dedans et c'est très très plaisant. On prend beaucoup de G et c'est un très très beau virage. Donc Varennes, c'est un circuit où on s'amuse. Votre passage préféré, là où vraiment vous êtes sûr que vous allez vous allez passer un bon moment, c'est quelle partie ? Moi je dirais la parabole. Moi je pense que c'est un peu l'ensemble du circuit, mais plus particulièrement celle en KZ, c'est plus particulièrement toute la ligne droite avec la parabolique au fond et la remontée jusqu'au pylône. Le fait de la vitesse et de l'aspect en KZ2, il y a des beaux dépassements au bout où on arrive un peu de loin et on se jette, je trouve ça assez plaisant et c'est vrai que c'est un passage que j'aime bien du circuit de Varennes. Eh ben merci pour ce tour de circuit, on avait l'impression de le vivre en direct. On va parler maintenant du Micron. Puisque tout le monde a ça maintenant sur son carte, même les plus petites catégories. On va voir une vidéo du team GRT qui nous explique ce qu'est le Micron et comment eux ils l'utilisent, puisqu'ils le couplent aussi avec un micro-ordinateur. On regarde tout de suite ce petit reportage. Bien, messieurs, bonjour. Bonjour. Bon, on revient vous voir cette fois-ci pour avoir quelques petites explications techniques sur les nouveaux Microns. Bien sûr. Nous, on travaille avec donc AIM, donc avec le Micron 5 maintenant, qui est sorti l'année dernière. Et ce qui nous permet de travailler surtout sur la carburation, les réglages du châssis. On règle aussi le pilote, parce qu'on peut voir aussi les trajectoires avec le GPS. Donc ça permet de bien travailler sur tous les points, on va dire. Voilà. D'accord. Donc là, il y a une belle évolution technique par rapport au modèle précédent ? Oui, une grosse vraiment, parce qu'avant, on avait le Micron 4 où il fallait avoir, qui était basique avec les réglages, les sons de température d'eau, les régimes moteurs. Maintenant, si on voulait les capteurs GPS, etc., c'est des options qu'il fallait, etc. Ça coûtait un petit peu cher, que maintenant tout est concentré dedans, une bonne partie est concentrée dedans et c'est quand même mieux à travailler, c'est direct, on le pose et c'est prêt à l'emploi. C'est tout intégré. Et puis il n'y a pas besoin de calibration particulière, juste une évolution, on va dire, sur le mode d'extraction des données. Maintenant ça se fait par Wi-Fi, alors qu'avant on connectait un câble. Voilà, c'est plein de petits détails qui font que c'est plus agréable à travailler. Maintenant, c'est plus agréable à travailler, mais c'est beaucoup plus pointu. Il y a beaucoup plus de voies de mesure, et puis il faut savoir interpréter. Voilà. Et parfois, l'interprétation qu'on a devant l'écran, c'est pas forcément le ressenti du pilote. Et des fois, il faut faire la part des choses. Et c'est pas la partie la plus évidente du travail. Voilà. Et il y a des fois, comme on a certains pilotes, où le ressenti est quasiment identique à ce qu'on a derrière l'écran. Et là, ça permet vraiment d'avancer, quoi. Voilà. D'accord. Vous nous montrez concrètement comment ça se passe une fois la collecte des données faite ? On a fait la collecte donc, sur 2 châssis différents, 2 pilotes différents. Et puis on essaie de comparer les trajectoires. On a un chrono de référence d'un pilote sous notre structure. Et on essaye de aussi faire progresser l'ensemble des pilotes derrière, donc il y en a un qui tire les autres, on va dire. Et donc les datas GPS et le positionnement sur la piste fait que on progresse énormément. D'accord, on va regarder sur l'écran. Bien, on va regarder concrètement ce que ça donne. Du coup, alors expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit ici sur l'écran. Donc sur la partie gauche, on a toutes les voies de mesure. Donc vous voyez, c'est quand même une liste assez importante d'informations.
On a toutes les données GPS qui se donnent là, qui se situent là. Donc l'accélération latérale, longitudinale, le pivotement du kart, l'inclinaison. On a aussi quelques voies de données sur la position du GPS, donc pour avoir la précision, précision de la position. Et ensuite des voies qui nous intéressent particulièrement, c'est la vitesse du châssis, le régime moteur et les accélérations, et puis des données plus basiques, on va dire, c'est-à-dire la température d'eau. Et de temps en temps, dans certaines catégories, la température d'échappement qui nous permet de vraiment régler plus finement la carburation. Voilà. Et toutes ces voies-là de mesure, on peut les calculer dans d'autres voies, on peut vraiment faire du traitement mathématique derrière et les stocker, les exploiter plus tard. Enfin, c'est vraiment un domaine vaste. Donc là, l'exemple est simple, mais on peut vraiment aller calculer par exemple le patinage de l'embrayage. Si on a un capteur de vitesse d'arbre et le régime moteur, on peut avoir le glissement entre les deux. Ça peut aller jusqu'à là. Donc c'est quand même assez sympa comme logiciel d'exploitation. Donc là, ici j'ai choisi deux pilotes, donc un pilote de référence et un pilote qui est un ton en dessous, et on va aider le pilote qui a un ton en dessous à se caler par rapport au pilote de référence. Donc on lui explique déjà la façon de freiner, si c'est bien ou pas bien, si la position sur la piste. Par exemple, là j'ai sorti des données GPS et on peut comparer les écarts de trajectoire. Donc la courbe en orange, c'est le pilote de référence, et la courbe bleue, c'est le pilote suivant. Et vous voyez que là, deux façons de passer le virage dans cette épingle, et on voit clairement qu'il faut travailler la trajectoire avec ce pilote. Ça donne des indications. Des fois, on ne peut pas tout voir sur la piste. Il y a des détails qui nous sautent aux yeux sur ce type d'information. Voilà. Bon, là il n'y a pas de vue Google Earth, mais ces données-là, je peux les mettre aussi sur une vue Google Earth et vraiment voir la position exacte du châssis à l'instant T. Voilà. D'accord, oui, superposer la trajectoire sur une vue aérienne de la piste. C'est ça. Ensuite, on peut avoir des données moteurs. Donc à partir des informations recueillies du régime moteur, du poids du pilote, de pas mal de facteurs physiques, le logiciel est capable d'extrapoler la puissance du moteur. Il la calcule. Alors il y a plusieurs méthodes de calcul, plus ou moins fiables. Ça donne des indications, on va dire. C'est des indications, c'est pas des valeurs de référence comme sur un passage au banc. Voilà. Bon, je vous montrerai pas tout par question de confidentialité sur la partie puissance moteur, mais les clients qui ont un Micron 5 peuvent l'exploiter vraiment simplement. Voilà. D'accord, là on entre vraiment sur une ère où on a des outils hyper précis pour... C'est aussi pour développer les moteurs, les châssis. Ça vous a beaucoup aidé, notamment cet hiver, comme on vous en a parlé la dernière fois. Ouais. Et on a beaucoup travaillé avec la télémétrie cet hiver pour développer les châssis. Aussi les pilotes à modifier aussi leur pilotage, etc. Différentes pièces, etc. Ouais. Et notamment aussi les moteurs, les carburations, les pots d'échappement, voilà, pas mal de pièces mécaniques sur les châssis et moteurs. Ouais. D'accord, oui, ça permet vraiment des ajustements hyper précis, quoi. Voilà, ça équivaut à la Formule 1 ou dans les gros teams, au WEC ou 24 heures du Mans, c'est les mêmes principes en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Mais là, c'est une version un peu, pas poussée, mais le client qui achète un Micron 5 basique, il a toutes les informations très facilement, sans aller jusque-là. Voilà, nous on recherche vraiment les performances et les petits détails qui font. D'accord, oui, le logiciel est un gros plus. C'est un gros plus. Après, il faut savoir l'exploiter. Après, ça s'apprend pas comme ça. Bon, on peut voir les bases. C'est assez simple d'utilisation. C'est du temps. C'est du temps. C'est vraiment du temps. Il faut vraiment une personne quasiment dédiée à cela dans un team pour l'exploiter pleinement.
Bon, là, on se débrouille avec Julien, mais c'est vrai que si on voudrait faire que ça et rentrer dans les détails, moi ça me prendrait 100% de mon temps. Voilà. Très bien. Eh bien, messieurs, merci pour ces explications. C'était très intéressant. Et puis, bonne chance aux pilotes pour la fin de la journée. Merci, ça marche, on est bien placés. Merci. Alors la pression est montée puisque nous sommes à l'endroit où il y a les simulateurs ici à Square Performance et un défi a été lancé. Donc nos pilotes vont se rencontrer, vont s'affronter sur la piste. Derrière, on est en train de choisir la piste, les voitures. On est quoi? On est dans la Formule 1 là? Formule 1 sur Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Donc la Belgique, Nicolas connaît bien la Belgique, il a eu l'occasion d'y courir. Alors, on va aider les machines. Choisissez vos bécanes. Nico, tu vas te mettre sur celle-ci, comme ça vous serez tous les deux à côté. Tu montes à droite. Je te mets pareil que Hugo. Les chaussures, non, tu peux. Moi, je peux. Alors, paramétrage des machines. Anto, tu prends celle-ci. On a donc un troisième pilote qui va se joindre à la fête, Anthony. C'est ça, bonjour. Bonjour. En simulation. Ouais, Moi aussi, je suis trop cool. Normalement, l'année prochaine, il y a Grosjean qui laisse sa place. C'est quasiment sûr. C'est dans les marche. Ouais, je pense. T'étais au départ? Allez, mets les pieds sur les pédales. Tu commandes. Le volant. Pédale. Et le volant, vas-y, pousse. T'es bien, c'est loin, toi. Les pédales, je sais pas si je vais pas les éloigner, je suis un peu chiant, mais. Alors Nicolas, il y a 3 pédales, je crois qu'il y en a une de trop. Ouais, il y en a une de trop. Ouais. Là? Ouais, là c'est sûr. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous. 3 pédales, ça nous paraît pas très familier. Alors on n'en utilise que 2, accélérateur et frein. L'embrayage, tu n'utilises pas. On va vous faire partir premier, parce qu'on va être à la ramasse. Non. C'est du séquentiel ou pas? Ouais. Ah oui, tu montes à droite et tu descends à gauche, aux palettes. Tu connais un peu, je sais pas, il pose des questions. Donc on attend que les feux soient éteints avant de passer la première, sinon ça fait 30 secondes de pénalité au stand. Hein. Ouais, fais gaffe, parce que genre si tu passes avant ça, genre si faut bien que tu attendes les feux sur éteint, parce que si tu passes avant ça te met 30 secondes. Tu peux mettre la première avant? Non. Faut pas mettre la première avant. Si tu mets la première avant, t'es disqualifié, Nico. Donc fais gaffe, s'il te plaît. Merde. Hein, tu commences à prendre des pédales. Ouais, le bruit.
pas si vous m'entendez, ce qui est incroyable, c'est le bruit qui sort des enceintes et des basses. On se croirait vraiment en bordure de piste. Et puis les pilotes sont vraiment secoués aussi, c'est des simulateurs sur vérin. C'est impressionnant. Tout à l'heure, il y a une sortie de piste, il y en a un qui sautait dans tous les sens. C'est vraiment très très bien fait. Je pense que quand on conduit et qu'on sait conduire, ça doit être très 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 agréable. Vous avez tourné fort les mecs. Et ben, Anthony, une réaction? J'ai entendu quelque chose? Ah, ils ont tourné fort apparemment. Il faut bien 2 tours à se mettre dedans. Ah, ils sont élevés au grain, hein, ils viennent de Villars. Hein. Alors Hugo, tour 2,02, 1,58, 1,55, 1,55, 1,55. 0. 831, 0,57 et 0,80. Après, il y a Raphaël, 2,07, 2,01, 2,01, 2,00 et 1,56. Anthony, qui a fait 2,24, 2,09, 2,07, 2,08. Dernier tour à pas compter. Et après, c'est Nico. Non, ça c'est Anto. Anto. Non, c'est Nico. Regarde pas le nom, c'est sa machine. C'est là où il a battu le record en rallye. Nico, 2,24, 2,09, 2,07, 2,08. Et le dernier tour n'a pas été compté puisque Hugo a gagné en premier. Voilà. Bien, mais t'as vu, c'est cool, hein, faut 2 tours à fond dedans et puis après, du coup, ces choses-là. Alors, vos impressions? Merci Sport Performance. Ouais, merci Sport Performance, c'était nickel. Je pense qu'on peut les remercier pour leur mise en situation de simulateur. Et pour leur accueil. Et pour leur accueil. Ouais. Raphaël, il me reste à vous remercier pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Qu'avez-vous pensé de la prestation de nos pilotes? Je pense c'est de la gamme de champion. Et Hugo a fini premier, mais c'est un habitué du site, donc il a l'habitude de bien s'entraîner. On attend Nicolas pour qu'il puisse rivaliser avec Hugo et battre le temps et battre les records. On va lui faire une carte d'abonnement. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. On invite tout le monde à venir bien s'entraîner, se faire plaisir ici à Square Performance. Vous avez vu les lieux, vous avez vu ce que moi j'appelle les bécanes. Les bécanes, vous avez vu le type de matériel que vous pouvez utiliser. Ça secoue un petit peu, mais moi c'est le bruit qui m'a scotché, c'est impressionnant. On est vraiment dedans. Ouais. On est dedans. Eh bien bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.